Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à ces résidus qu'on a découverts sur le DAC, sur ce kit particulier, à mon avis n'existe pas sur d'autres kits, pas celui du constructeur en tout cas. Et on va essayer de trouver quelles seraient là ou les causes possibles de ça et les essayer après sur le circuit, en faisant quelques petites expériences toutes bêtes pour vérifier. Hein. Alors j'ai énuméré une dizaine de sources possibles, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que celles-là c'est les principales. Hein. Je vois pas trop d'autres trucs, à part des trucs exotiques, genre envoûtement et circuit possédé, mais bon là ici je suis assez blindé. Donc là, on va les regarder les uns derrière les autres, on va voir si ça colle avec la réalité de ce qu'on observe. Alors qu'est-ce qu'on observe d'abord? En fait c'est assez simple. Quand on fait une mesure spectrale d'une fréquence donnée, au lieu d'avoir un pic et éventuellement si c'est harmonique naturelle, enfin normale, on se retrouve avec de part et d'autre des pics séparés d'une fréquence de 100 Hz. Et ça, quel que soit l'emplacement de la fréquence fondamentale qu'on mesure. Il y a aussi un peu de 50 Hz et du 100 Hz, et quelques harmoniques qui descendent ici. Donc là, si on a 50 Hz, il y a des petits résidus, mais essentiellement il y a du 100 Hz. Ça c'est plutôt normal, parce que de toute façon, il suffit d'aller suffisamment bas pour le trouver. Ça, quel que soit le DAC, on le retrouvera à un moment donné. Le 50 Hz, c'est ce qui déboulerait par couplage, on va dire magnétique ou autre. Et 100 Hz, c'est vraiment ce qui sort des ponts de diode et des capas de filtrage. Donc c'est plutôt ça qu'on va retrouver, parce que c'est ça qui va directement dans le montage au niveau des alliés. Mais bon, on a toujours ça. Après, on essaie de le faire le plus bas possible. Mais ici, on a quand même quelque chose autour du fondamental séparé de 100 Hz. Alors, première hypothèse, rayonnement électromagnétique. Alors ça, qu'est-ce que ça ferait normalement si c'était le cas? Ce serait ça. Des pics 50, 100, 150, 200, tous les 50 Hz, on aurait un spectre, mais on aurait quelque chose là. On n'aurait pas quelque chose là. Ça correspond à une modulation. Donc, on verra à quoi ça peut être dû, mais ça ne peut pas être dû à ça parce que le fait que ça puisse être modulé, ça voudrait dire qu'il y ait un couplage quelconque, électromagnétique ou capacitif, avec le DAC lui-même, au sein de son électronique, au sein de la puce. Parce qu'il n'y a que là qu'on peut avoir accès à une modulation, pas vraiment à l'extérieur. Boucle de masse, c'est pareil. Boucle de masse, c'est plutôt, dans ce cas-là, toute une saloperie ici. Alors, induite, ça peut être du 50 ou du 100 Hz, ça dépend où se situe la boucle de masse. Mais c'est toujours quelque chose qui va se retrouver ici. S'il y avait quelque chose là, à cause d'une boucle de masse, c'est-à-dire qu'il y aurait une boucle de masse au sein du DAC. Ce qui est, je ne sais pas trop comment ça pourrait être fait en pratique. Donc ça, on peut quasiment supprimer parce que ça ne colle pas. Ensuite, il y a trois trucs qui correspondent aux trois alimentations qu'on retrouve en général dans un DAC. Il y a les trois alimentations principales, c'est toute la partie digitale, tout ce qui est microcontrôleur et partie pilotage du DAC. Toute la partie analogique, ça c'est toute la partie ampli-op et tout ça qui sort, qui prend la sortie du DAC, qui met en forme les signaux, qui les symétrise, tout ça. Et la tension de référence du DAC, c'est la tension que le DAC va faire varier. Alors si c'est du R2R, ça va être une forme de pont diviseur, on va dire, d'une tension de référence. Quand il s'agit d'un sigma delta ou des trucs assimilés, ça va être un hachage entre 0 et cette tension. À part les DAC un peu particuliers, il peut y avoir un mélange des deux, mais disons que ça, c'est cette tension qui est utilisée pour faire la sortie analogique du DAC, qui après va entrer dans la partie analogique, ici séparée. Alors, sur ce schéma-là, ici on a du 1,2 volts et du 3,3 volts. Ici on a du, mettons 15 volts à peu près, plus ou moins 15. Et ici, on a du 3,3 volts. Sachant que ça et ça, c'est pas la même alimentation. Elles sont vraiment séparées. Donc, sur ce schéma, on se retrouve avec ça. Alors, ici, les résidus de filtrage, ça pourrait coller déjà au niveau fréquence. Parce que les résidus de filtrage, ce serait du 100 Hz. Vu que c'est un redressement double alternance partout. Donc, on se retrouverait avec du 100 Hz. Maintenant, où est-ce qu'il y aurait une modulation possible? Alors, au niveau digital, ce serait difficile parce que là, au niveau digital, c'est juste du pilotage de DAC. Et là, en plus, je suis en mode automatique hardware, donc il n'y a même pas de signaux ou quoi que ce soit qui transite dedans. Et au niveau digital,
je ne vois pas par quel mécanisme on pourrait se retrouver avec ce genre de truc au niveau côté analogique. Comme il y a vraiment un mur entre les deux, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve avec ça. Les parties digitales sont quand même nettement moins embêtées par de l'ondulation, hein, sauf vraiment si on fait des trucs de merde, mais ça reste quand même relativement immunisé contre des problèmes de résidus de filtrage ou des choses comme ça. Donc c'est peu probable. Sortie analogique, ici, résidu de filtrage, ce sera exactement comme le premier, on se retrouvera avec des saloperies à ce niveau-là, mais certainement pas une modulation. Ensuite, attention de référence du DAC. Alors là, c'est plus tordu. Alors, voyons voir un peu, on va prendre les deux types de DAC qui existent. Vraiment les deux types principaux. Il existe des versions intermédiaires, mais c'est ça, on peut de toute façon les ranger là-dedans. On va dire, j'ai appelé des DAC analogiques, allez, on va dire ça. C'est des DAC qui utilisent des trucs genre R2R, dire des réseaux, des diviseurs de tension qui sont commutés. Et d'un côté, on a les delta sigma ou assimilés, c'est-à-dire des signaux qui, des signaux qui passent en tout ou rien et qui passent du tout au rien, mais très très rapidement, beaucoup plus rapidement que la fréquence échantillonnage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ici, en gros, une modulation de largeur d'amplitude, du PWM, quelque part. Alors, du R2R, c'est quoi? Le R2R, c'est du pont diviseur. En gros, à un moment donné, on se retrouve avec, en sortie, le VRF et deux résistances. À un moment donné, on se retrouve comme ça. Le moment d'après, les résistances vont être différentes, mais ça reste un pont diviseur qui va varier dans le temps. Et en sortie, on a une tension qui est un extrait de VRF avec des ponts diviseurs qui varient dans le temps. En fait, c'est tout un lot de diviseurs qui sont commutés et tout ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une tension d'ondulation ici, en fait, on va avoir une tension d'ondulation superposée à ça. C'est-à-dire que d'une manière spectrale, on va avoir la fréquence fondamentale et en plus une tension qui va débouler ici. Donc on va se retrouver avec la même chose que, par exemple, ou la même chose qu'un résidu de filtrage normal. C'est-à-dire qu'on va avoir ici un VRF qui va valoir une tension continue avec une légère ondulation. Et plus on va aller vers VRF en sortie, plus on aura l'ondulation. Donc l'ondulation, elle va être atténuée avec le niveau aussi. Mais ça reste une technique de pont diviseur. Et en fait, on va retrouver ces résidus ici, qui vont dépendre bien sûr du niveau. Donc, dans le cas du R2R, on n'aurait pas ce style de problème. On ne verrait pas une modulation. Maintenant, dans le cas delta sigma. Alors là, c'est plus délicat. Delta sigma, on peut toujours ramener ça, en simplifiant, à une modulation de largeur d'amplitude. Le signal, en sortie de DAC, il est exclusivement composé de deux niveaux. Alors, on va me dire, oui, mais le machin, par exemple le PCM, les trucs Burr-Brown 1794 par exemple, ou 92, eux, c'est entre le R2R et le delta sigma. C'est un delta sigma avec 6 ou 8 niveaux, mais qu'importe, l'idée est là. Le delta sigma, simplement, la sortie, c'est ça. C'est que ça. Et ici, on a 0, ici, on a VRF. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va beaucoup plus vite que la fréquence d'échantillonnage normale. C'est-à-dire qu'entre deux échantillons, on se retrouve avec beaucoup de transitions comme ça. Et c'est la moyenne, la valeur moyenne entre ici et rien, admettons cette valeur moyenne entre les deux échantillons, qui donne la valeur finale analogique. Il faut bien voir qu'en sortie de DAC, on ne va pas sortir ça directement comme ça. On est obligé de mettre un peu de filtrage pour justement lisser ça pour obtenir la valeur moyenne qui nous intéresse. Voilà. Mais néanmoins, dans son principe même, en gros, d'une manière vraiment synthétique, mais c'est le fondamental de ça, qu'est-ce qui fait que le DAC il va passer d'un niveau ou d'un autre? C'est-à-dire qu'il y a un moment, une comparaison entre ce qu'on veut avoir et ce qu'on a. Ce qu'on veut avoir, c'est une valeur donnée. Ce qu'on a, c'est pas assez ou trop. Alors si c'est pas assez, ben on va passer au niveau VRF jusqu'à temps que ça devienne trop. Et au moment où c'est trop, on passe à 0. Et puis après, au bout d'un certain temps, ça va être pas assez. Et puis on revient. Donc en fait, les états de transition sont faits sur une condition
hein, et tout l'art du DAC est là-dedans, par exemple, c'est le DAC va décider de passer au niveau haut ou à 0, VRF ou pas. Okay. Mais ce passage, il utilise ce qui s'est passé avant. Hein. Il a accumulé d'une manière ou d'une autre la notion qu'il est resté à VRF suffisamment longtemps pour que maintenant il faut que je passe dans l'autre sens, sinon je vais dépasser la valeur que je devrais avoir en sortie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a une ondulation au niveau du VRF? Eh bien, en fait, l'ondulation elle est très longue, elle est très très lente par rapport à ça. Donc, si je la réduis un peu pour voir sur le dessin, en fait, le VRF dans le temps, il va être comme ça, après il va être comme ça, après il va être comme ça, puis ça va redescendre à 100 Hz. Voilà. C'est-à-dire que le plateau de VRF, il va bouger. Or, le DAC, il va prendre à un moment donné, il aura accumulé des VRF à certains niveaux, et ici, il aura accumulé beaucoup. Même trop, parce que l'ondulation est un petit peu au-dessus. Il aura accumulé trop. Donc, il aura tendance à descendre trop tôt. Parce que la tension moyenne de sortie, elle est un peu trop élevée, parce que l'ondulation a rajouté un petit peu sur VRF. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les transitions hautes et basses vont être perturbées parce que soit le VRF va être un peu trop haut, ça sera fait un peu trop tôt, soit ça va être trop bas, ça va être fait un peu trop tard, parce qu'il aura attendu un peu trop pour rattraper, etc. Et en fait, la conclusion de ça, c'est qu'une variation de VRF va générer des variations sur les flancs en soi. Parce qu'il va perturber l'évaluation que le DAC a dans son passé pour décider quand est-ce qu'il va passer à 0 ou quand est-ce qu'il va remonter à VRF. Et ça génère un jitter. Parce que ça va conditionner l'emplacement où les flancs vont se faire. Et le jitter, lui, on voit que le VRF va faire ça dans le temps. Et en fait, le jitter va avoir tendance, quand ça va être trop haut, à rétrécir les parties hautes, parce que l'énergie en largeur va être compensée par le supplément en hauteur, et en fait on va se retrouver avec quelque chose qui va être trop ramassé quand on va être en haut et trop écarté quand on va être en bas. En gros, on va avoir une modulation du signal PWM. Et c'est exactement ça que ça donnerait si on regarde le spectre de ce genre de truc. Dans le cas du delta sigma, ou tout ce qui utilise ce genre de modulation, le fait que VRF varie va conditionner les emplacements des flancs montants ou descendants, et donc générer un jitter. Et ce jitter est corrélé avec la manière dont VRF va bouger. Ici, c'est une sinus, c'est un résidu. Enfin, c'est pas une sinus, mais disons c'est un signal périodique d'une centaine de Hertz avec des harmoniques. C'est pas une sinus. C'est une sinus, il y aurait juste deux raies de chaque côté du spectre. En fait, les raies qui sont autour, c'est le spectre du résidu lui-même. Et c'est de là que viendrait un problème de modulation dû à ce style de DAC. Donc le delta sigma, contrairement au R2R, est encore plus sensible à des problèmes de résidus et de bruit sur les alimentations de référence. Donc ça, ici, ça pourrait tout à fait être cette raison-là. Les ESS étant des DAC delta sigma, hein, peut évoluer, mais ça reste du delta sigma, avec du noise shaping et des choses comme ça, mais ça reste de la modulation d'amplitude, de largeur d'impulsion. Une variation de VRF va fournir du jitter au niveau des flancs, parce que ça va perturber le fonctionnement et la décision que le DAC a de choisir à se mettre à niveau haut ou au niveau bas. Donc ça, c'est une raison. Résidu de filtrage au niveau de la conversion tension-courant. Alors, bon, ça regroupe un peu ça. C'est, disons, un résidu de filtrage qui interviendrait dans la conversion elle-même, pas forcément dans disons, quelque chose qui serait injecté par les amplis. Bon, là, c'est pareil, on se retrouverait avec des trucs mis dans la zone 50-100 Hz. Hein, on se retrouverait plutôt par ici, et non pas sur ces choses-là. Donc ça ne rentre pas. Ensuite, résidu de filtrage de l'alimentation de l'oscillateur. Oui, ça pourrait, parce que ça ferait moduler l'oscillateur, ce qui pourrait faire une modulation. Néanmoins, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes ici. Ce serait le cas peut-être pour certains DAC, mais pas pour la série ESS. Alors ça, c'est une information, un supplément que je rajoute là,
parce que j'ai eu plusieurs demandes à propos des mesures que j'ai faites sur les ESS, sur des mesures de jitter. Alors, je les ai faites, je ne les ai pas publiées, bon, qu'importe, mais ces DAC, les ESS, sont quasiment immunisés contre n'importe quelle forme de jitter. J'ai beau leur bourriner n'importe quoi, ils ne bronchent même pas. Le seul truc, c'est qu'à un moment, il ne marche plus, il ne fait plus rien. Mais je n'ai pas réussi à faire apparaître des résidus de jitter en rajoutant des jitters dans l'horloge. C'est un truc totalement immunisé. Donc, quand on a ces DAC là, c'est bon, c'est pas la peine de. Quand ils sont utilisés seuls évidemment, mais c'est pas la peine de se faire chier avec les oscillateurs. Ils sont immunisés. Leur système est super malin. C'est vraiment un système super malin de sorte de conversion de fréquence d'échantillonnage asynchrone. Enfin, il faut lire les brevets ESS sur le fonctionnement de leur truc. C'est super malin et c'est super puissant. La force de ça, c'est que ça ne dépend ni de la fréquence du signal rentrant, ni de la fréquence du quartz. Ce qui compte, c'est qu'elles soient différentes et non corrélées. Mais sinon, il n'en a rien à cirer des fréquences des signaux eux-mêmes. C'est vraiment très fort. Et c'est immunisé, j'ai beau mettre n'importe quoi comme jitter, jusqu'au moment où le signal devient illisible, où c'est le SPDIF qui décroche. Même s'il y avait des résidus de filtrage sur l'oscillateur, sur les DAC ESS, lui s'en fout, mais alors complètement. Donc ça, dans ce cas de figure, ce n'est pas la peine. Pour d'autres DAC, c'est pas du tout évident. Mais disons que les ESS, c'est pas la peine de se faire chier avec les horloges. Alors, autre truc, une puce défectueuse. Oui, ça pourrait. Mais bon, niveau probabilité, c'est faire des fausses puces ou des puces qui ne seraient pas dans les clous, qui se retrouveraient dans le marché chinois. Oui, si ESS a envie de se planter et se faire plomber la gueule sur des trucs comme ça, c'est trop petit, c'est trop peu de puces fournies pour vraiment aller dans ce genre de truc. Surtout au prix où elles coûtent. En Chine, elles coûtent aussi cher qu'ailleurs. Hein, et c'est pas... Non, c'est peu probable. Ensuite, une erreur de composant, tout à fait possible. Hein. Donc bon, la seule chose à faire, c'est vérifier de fond en comble. Et j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé d'erreur de composant. Tout est normal, il n'y a pas de problème. Tout est normal à ce niveau-là. Et quand bien même une erreur de composant, comment une erreur de composant pourrait fournir une modulation? Là, c'est pas évident. Hein. J'ai pas vraiment trouvé une erreur, une capa de découplage qui serait détériorée par la température de soudage, des choses comme ça. Peut-être, mais j'ai rien trouvé de spécial. Le jitter intrinsèque de l'oscillateur, bon, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire un jitter qui serait généré par un résidu de filtrage, un jitter intrinsèque de l'oscillateur. Bon, c'est pareil, en plus là c'est un oscillateur, c'est un Crystec qui très très faible bruit de phase. Donc, de toute façon, le SSI n'en a rien à cirer de ça, alors là. Donc ça, c'est très très peu probable. Mais en fait, en gros, il n'y a que ça qui reste. Tout le reste, ça colle pas trop avec les observations et c'est très peu probable. Par contre, ça, c'est tout à fait ce qu'on s'attendrait à avoir si on avait des résidus de filtrage à ce niveau-là. Et donc, le moyen de vérifier ça, c'est très simple. Comment il est dans ce kit-là? Dans ce kit-là, on a simplement l'adressement et les capas. En fait, on a ça. Et on a deux régulateurs. On a deux régulateurs 3,3 volts. Voilà. Et ça va directement avec une capa ici. C'est vraiment un schéma ultra simple. Voilà. Donc on a ça. Alors là, j'avoue, je n'ai pas de tête. Je ne l'ai pas noté, mais c'est un LT, je ne sais plus quoi. Je me souviens plus. J'avoue, je ne l'ai pas noté. Bon, disons c'est un truc CMS, un régulateur qui sert à donc alimenter, qui est exclusivement dédié à l'alimentation analogique du DAC. Donc ici, voilà ce qu'on a. Alors le moyen de vérifier si ça vient de là, c'est-à-dire que ici on se retrouve avec du 3V3 avec une saloperie dessus, il y a plusieurs moyens de le faire. La première méthode, c'est de mettre
une capacité beaucoup plus grosse, histoire de diminuer l'ondulation. Okay. Donc, ici on a 2200 micros. Moi j'ai pris un montage avec 66 000 micros. Déjà, mettre ça, ça diminue l'ondulation. Alors si c'est la cause, on devrait voir les pics diminuer. Deuxième expérience qu'on peut faire, c'est on débranche là. Et ce qu'on met, c'est que ici, on met une pile. Une pile de 9 volts. Une 9 volts, ça suffira bien pour le truc. Une pile de 9 volts. Ici, ça tute à peu près 30 mA par puce. Ce qui est assez important hein, pour un DAC. Et ça consomme pas mal hein, comme puce. Donc une pile 9 volts. Alors là, une pile 9 volts, c'est simple, il n'y a pas de ondulation. Donc on devrait voir le truc disparaître. Maintenant, si erreur il y a à ce niveau-là, qu'est-ce que le constructeur fait dans sa plaquette d'évaluation? Est-ce qu'il a utilisé ce schéma-là? Alors là où c'est marrant, c'est que quand on va aller fouiller dans le schéma de la platine d'évaluation du constructeur, de ESS, on voit que ils n'utilisent pas du tout ce genre de truc. Ils n'utilisent pas cette alim-là. Cette alim-là a été mise d'une manière volontaire sur ce kit-là, mais c'est pas du tout comment ESS applique et génère cette tension d'alimentation. ESS, lui, utilise une méthode plutôt maligne, plutôt efficace, même si on ne voit pas trop comment ça peut marcher, a priori. En fait, ils prennent, on va dire, une alimentation de 3 volts 3, normale. On va prendre ça comme ça. Alors, ils prennent l'alimentation de 3 volts 3. Alors, de manière tout à fait étonnante, ils prennent la tension de 3 volts 3 digitale. Ce qui est pour le moins étrange, surtout que c'est pété de HF, hein, ces trucs-là. Toutes les commutations du DAC en interne, tout ça se retrouve là-dedans. Donc, c'est vraiment une alimentation qui est pas forcément super. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une résistance, une kappa, et ensuite, ils attaquent un ampli-up en suiveur avec une kappa en sortie. Donc ici, voilà, ils utilisent ça. Et donc lui, il est alimenté en 12 volts, sur platine et en 12 volts, donc ici on peut mettre à la masse, ce qui nous intéresse. Voilà, ils utilisent ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Qu'est-ce que ça fait ça? En fait, c'est vachement malin ce truc-là, parce que c'est tout bête, parce que ça évite de rajouter une alimentation, et ça permet d'avoir une super alimentation à partir d'une alimentation existante sans en créer une nouvelle. Ici, on a un 3 volts 3 qui est en fait l'image de ce qui rentre là. L'ampli-up étant en suiveur, en entrée en sortie, on a la même chose. Sauf que ça, c'est une cellule de filtrage qui permet d'enlever toute la saloperie qui serait ici. Et on pourrait se dire, mais bon, ok, très bien, mais je pourrais très bien prendre une autre alimentation, 3 volts 3, mettre un R, un C, et puis alimenter directement. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'ici, on a une chute de tension, donc il faudrait ici, non pas avoir 3 volts 3, mais avoir plus. Parce que là, il y aura une chute de tension, sachant que pour un truc, ça fait environ 30 mA. Bon, si on veut obtenir une bonne régulation, c'est-à-dire, en fait, que la constante de temps RC soit suffisamment haute, dire, je sais pas moi, 0,1 Hz ou quelque chose comme ça, enfin, une seconde, enfin, de l'ordre de la seconde, on va dire, dans ces eaux-là, avoir quelque chose de l'ordre de la seconde, ici, avec, je sais pas moi, 5 volts ou 12 volts, il faudrait une kappa gigantesque, et une résistance qui ne peut pas être trop grande parce qu'il faut quand même rester à 3 volts 3 ici. Le problème, c'est qu'en pratique, en passif, on est limité par ce qu'on a sous la main, et on a des grosses pertes dans la résistance, et ça ne sert à rien. Mais en mettant un ampli-up là, le 3 volts 3 ici, il est issu du 12 volts, il n'est pas issu de ça. Ça, c'est juste pour donner une référence. Et ici, comme l'impédance d'entrée de ce montage-là est quasiment infinie, parce qu'en fait, entre là et là, on a quelque chose de gigantesque. En fait, ici, on a juste un réseau RC
qui est comme si on n'avait rien branché du tout. Bon, en fait, ici, ils mettent 10K, ils mettent du micro, quelque chose comme ça, puis voilà, et ça, on a une fréquence de coupure très basse, et en fait, ça bouffe tout ce qui est au-delà de quelques hertz, ça atténue fortement. L'ampli-op, lui, il peut y avoir de l'ondulation là-dessus. Les ampli-op ont une très grosse réjection des variations d'ondulation, des tensions d'alimentation, surtout à des fréquences dans ces eaux-là. Donc ce qui sort là, c'est ça, en plus nettoyé par la réjection de l'ampli-op. Donc là, on se retrouve à générer quelque chose qui est nettoyé par un système qui permet d'éviter le problème de mettre une résistance ou une capa directement sur l'alimentation. Le fait d'utiliser l'ampli-op avec une impédance d'entrée énorme permet de foutre une cellule de filtrage simple mais extrêmement performante parce qu'elle est située très très bas. Toute variation ici va être complètement bouffée là et on sort avec une fréquence, avec une tension qui est bien fixe. Et ce 3V3 là, il vient de là, il ne vient pas de là. Donc, c'est un moyen très efficace et si ESS le met, ça veut dire que ça marche. Et en plus, le détail qui fait la différence, c'est que ici, ce qu'il préconise, c'est rien d'autre qu'un AD797. C'est-à-dire quasiment le meilleur ampli-op qu'on puisse trouver au niveau du bruit et au niveau de la réjection d'alimentation, etc. Faute de mieux, si on n'en a pas, à la limite, ils acceptent le LME, je crois, je sais plus, le truc, c'est 42, non, c'est 49 710. Voilà. Ouais, c'est faute de mieux. Pourtant, c'est pas une merde celui-là. Hein. Mais ils préfèrent ça à cause du bruit. Donc ici, alors là, si vraiment on n'a pas les moyens, 55-34, allez. Mais vraiment, c'est vraiment la dèche. Quoi. Pourtant, ces trucs-là ont très peu de bruit. Et en fait, c'est le bruit de l'ampli-op, même à ce niveau-là, ils en tiennent compte. Ils imposent ici d'utiliser un ampli-op de très haut de gamme, de course. Ce qui veut dire que vraiment, dans leur esprit, cette tension de référence est ultra primordiale dans leurs composants. Et c'est exactement ça qui se passe. Et ça, c'est en fait, d'une manière plus générale, dans un DAC, la tension de référence, c'est critique. Et on va le voir en expérimentant là, en faisant quelques mesures FFT sur les différentes petites expériences que j'ai montrées. On va regarder ce qui se passe, et puis on pourra conclure de ce qu'on pourra. Bien, alors on va déjà se mettre dans la situation d'origine. On va mesurer directement le spectre avec le branchement directement transfo, alimentation telle qu'elle a été mise au départ. Donc, on va mesurer ça et on va choisir ça comme élément de comparaison pour toute la suite. Voilà. Alors ici on voit les défauts ici ainsi que certains défauts haute fréquence qui existent. Donc ça on va la stocker. D'ailleurs je vais prendre qu'un seul canal. C'est ce qui m'intéresse, c'est juste un seul canal, ça ira très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de l'autre. Voilà. Donc on va stocker ça et on va pouvoir comparer avec différentes solutions. Alors la première, on va commencer par une simple solution qui est, on va mettre beaucoup de condensateurs dessus. On va éteindre ça. Donc ici, je vais brancher les condensateurs, ici 66 000 micros, directement, on va carrément mettre la totale. Donc voilà, hop, et on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc, on refait la même mesure en augmentant la capacité de filtrage. Hop, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, tout simplement, une diminution des pics qui sont autour du fondamental ici. Donc, en fait, ça vient bien de là. Ce qui fait que on a bien trouvé la cause du truc, c'est qu'on a diminué les parasites qui tiennent là-dedans. Donc c'est bien en fait une modulation du fondamental par des fréquences ici 100, d'ailleurs on retrouve
tous les 100 Hz. D'ailleurs, il y a même des résidus de 50 qui apparaissent, mais c'est essentiellement du 100 Hz qui module le fondamental. Donc là, déjà, on voit que effectivement, c'est un résidu d'ondulation d'alimentation. Ce qui ne fait que confirmer la sensibilité des DAC sur la stabilité et le silence qu'il y a sur les alimentations de référence, qui servent aux tensions de référence. Alors ce qu'on va faire ici, je vais virer ça. On va passer carrément à l'extrême, c'est-à-dire que on va pouvoir mettre une pile à la place. Bon, évidemment pour ça, je vais bien entendu être obligé d'enlever le transformateur. Donc je vais enlever l'alimentation de cette partie-là. Évidemment, le DAC ne fonctionne plus. Voilà. Fais gaffe que ça ne fasse pas n'importe quoi. Bien entendu, je suis bien obligé d'enlever ça parce que je ne vais pas alimenter la pile avec un truc comme ça. Et on va pouvoir mettre ici, je vais quand même mettre maintenant cette pile de 9 volts. Hop. Et là, on va voir ce qui se passe. Alors là, pour le peu, l'ondulation, elle n'existe pas par définition. Donc là, on va faire la même mesure avec une pile. C'est une pile 9 volts, ça va très bien. Alors le montage consomme à peu près 2 fois 30 mA, ce qui est pas mal. Alors voilà, là on voit immédiatement que il n'y a plus rien. Je vais enlever la trace. Hop, il y a tout qui est parti. Tout ce qui nous reste, c'est la distorsion du DAC en lui-même. Et des résidus HF qui, eux, viennent d'ailleurs. Mais là, on voit qu'il n'y a plus rien. Et c'est vraiment, donc là, c'est vraiment la source des problèmes, c'est l'alimentation VRF, l'alimentation analogique. Ici, dans ce DAC, elle est associée à toute la partie analogique. Donc cette tension d'alimentation est cruciale et critique au niveau de la qualité de ce truc. Alors pour finir, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, j'ai monté ici, sur ce côté-là, sur la plaquette à trous, j'ai monté le schéma que ESS utilise dans ses plaques d'évaluation. Alors ici, je vais prendre la partie alternative disponible. On va essayer de placer ça correctement. Ce qui n'est pas évident du tout. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir alimenter le circuit. Donc là, évidemment, que ça tienne un minimum. C'est pas très pratique, hein, j'avoue, les contacts. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas un cas idéal, tout est en l'air et tout ça, donc il y aura forcément plus de bruit que ce qui est en réalité. Mais on va voir l'impact que peut avoir ce genre de truc. Alors première chose que je vais quand même vérifier, c'est que à ce niveau-là, j'ai bien les 3 volts 3 qu'il faut avoir en sortie. Donc ici, je vais essayer de placer ça comme ça. C'est juste pour mesurer si j'ai bien 3 volts 3. Voilà, là j'ai 3 volts 3 deux fois. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir... Ici, j'ai repris directement aux bandes des CAPA, ici, de sortie des régulateurs là, j'ai pris directement là. Donc j'ai enlevé les régulateurs et on va brancher cette partie-là à la place. Hop. Donc là, je suis alimenté par cette partie-là. Alors ça, je vais le stocker pour être tranquille. Et je vais refaire une mesure avec ce style d'alimentation. Alors là, je ne vais pas du tout être dans le cas idéal, hein, parce que les contacts ne sont pas terribles et tout ça, mais et voilà. Et on voit tout de suite que bon, on a quelques petits résidus. Alors là, c'est du passage d'un endroit à l'autre, c'est bon, parce qu'on n'est vraiment pas dans le cas idéal, mais il n'empêche qu'on est vachement plus efficace que utiliser des grosses capas ou des choses comme ça. Donc si je reviens là, donc ici on a toute la partie blanche, ici c'est le truc qui était au départ. Ici ce qui nous reste c'est des petits aiguilles là, mais qui viennent essentiellement de toute la partie c'est couplage magnétique ou capacitif ou des bruits ici sur la plaque à trous. Bon là c'est vraiment pas dû au schéma lui-même. Le schéma lui-même est vachement efficace en soi. Donc, si ESS l'utilise, c'est bien parce qu'il y a une raison. Donc là on voit bien que le point faible en fait c'est cette zone là
qu'il faut modifier, qu'il faut remettre d'équerre parce qu'elle n'a pas suivi les préconisations du constructeur qui sont précises. On voit bien pourquoi. Hein. Vraiment l'idéal, effectivement, ici c'est la partie... ce serait idéal, c'est de mettre une pile à la place, mais bon, vu la consommation, etc., c'est pas vraiment idéal. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont en fait investi dans cette carte-là, comme moi, en fait, cette partie-là, faut la revoir. Alors, on fera un circuit qui se mettra à la place des condensateurs, ici, un circuit qui va se mettre dans cette zone-là, qui viendra se mettre dessus, qui va se substituer à cette partie-là. Et ça me permettra de faire un épisode sur comment graver ces circuits imprimés à la mince, en double face. Et on utilisera une petite plaque ici qu'on aura routée et remplie de composants, c'est-à-dire ce schéma-là. Et ça nous permettra de faire une petite plaque pour améliorer ce montage et pouvoir en tirer évidemment quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on devrait avoir normalement. Comme quoi, dans le monde des DAC, vraiment la tension de référence, c'est un point critique. Probablement plus critique encore que tout ce qui est oscillateur quartz et tout ça. Hein, parce que là, vraiment, les effets se voient. Et c'est une modulation qui est due au principe même du DAC. Donc c'est une forme de jitter induit par l'alimentation. Le quartz n'y est absolument pour rien. Il faut bien voir que les DAC n'ont quasiment aucune réjection du taux d'ondulation d'alimentation au niveau des tensions de référence. C'est par principe. Donc il faut soigner cette partie-là au maximum et vraiment se concentrer sur la qualité de ce qui sort de ça. Et ça doit être vraiment très faible. Parce que là, on se situe quand même dans des zones très très basses. Vous allez voir, à chaque fois qu'on descend de 20 décibels, on divise par 10 à chaque fois. Donc, mettre ici 2200 micros, passer à, je sais pas, 22 000, c'est x 10. Bon, on a gagné peut-être 10 décibels. Et ce qui serait bien ici, ce serait plutôt d'en gagner 20 ou 30. Hein, ce qui fait qu'on a multiplié par 100 ou par 1000 la capacité pour obtenir quelque chose d'à peu près équivalent. Donc voilà, c'était donc un moyen de résoudre ce problème, qui est le seul que j'ai pu trouver sur cette carte-là, mais qui est en fait une erreur de conception et probablement une volonté de vouloir faire différent de ce que le constructeur préconise, et finalement à la fin, se planter.